Alex Pereira, Khalil Rountree est officiel pour l'UFC 307 qui aura lieu le 5 octobre prochain en Utah et on va voir tout ça ensemble. Pourquoi est-ce qu'Alex Pereira, champion light heavyweight, affronte Khalil Rountree qui est, je regarde le classement, numéro 8 alors qu'Alexander Rakic combattra lors de l'UFC 308, oui lors de l'UFC 308, 3 semaines plus tard, face à Alexander Rakic, qui est classé aujourd'hui numéro 5. Donc il y avait largement la place de faire le combat entre Ankalaev et Alex Pereira. C'est parti, générique. Soit. Alors, scandale de la part de l'UFC, oui ou non? Ça fait un moment avec Rusty, on vous le dit, l'UFC, oui, c'est un sport, c'est une ligue sportive, mais c'est aussi un business. Il faut bien comprendre cette dimension-là, et c'est pour ça que ça explique tout ce qui s'est passé dans la volonté de l'UFC de mettre en place Alex Pereira contre Rountree, qui sur le papier n'a absolument aucun sens. Souvenez-vous, il y a quelques mois de ça, au mois de juillet, à la base, on devait avoir, 29 juin, on devait avoir Conor McGregor contre Michael Chandler en main event. Co-main event, on devait avoir Jamalil numéro 3 qui reste sur une défaite par KO contre Alex Pereira face à Khalil Rountree numéro 8, donc pour un très beau duel de striker, et puis pour quelque chose de spectaculaire, pour un Jamalil qui devrait normalement reprendre sa marche en avant après sa terrible défaite face à Alex Pereira. Sauf que Khalil Rountree teste positif à une substance interdite, et finalement, donc il est suspendu par la commission pour 2 mois, du 4 mai au 4 juillet, pour avoir pris une substance interdite, pour avoir pris plusieurs substances interdites. Donc visiblement, une suspension de 2 mois, c'est que ça devait pas être dramatique, mais bon, il y a quand même eu cette suspension-là. Aujourd'hui, donc, il revient le 5 octobre prochain face à Alex Pereira. Et donc, Alex Pereira défendra une nouvelle fois sa ceinture light heavyweight. Problème, et pas des moindres, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Magomed Ankalaev. Magomed Ankalaev, lui qui est donc russe, dagestanais plus précisément, et Magomed Ankalaev, qui lui va revenir au mois, lui aussi, d'octobre prochain, mais pas face à Alex Pereira. Magomed Ankalaev, il va revenir face à Alexander Rakic, qui est donc classé numéro 5, et Rakic qui sort d'une défaite face à Jiri Prochazka par TKO lors de l'UFC 300 en avril dernier, et Ankalaev, et c'est pour ça que c'est là où c'est le plus problématique, il est sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 combats sans défaite. Tant et si bien que même si Ankalaev, honnêtement, c'est très long d'être le mec le plus populaire de l'UFC, bah il y a des gens qui commencent à dire bon, faudrait peut-être le mettre face à Alex Pereira, parce que oui, sportivement, il y a beaucoup de chances que Rakic s'impose, que Ankalaev s'impose. On parle de quelqu'un qui est ancien champion du monde de sambo, quelqu'un qui est extrêmement agressif, très bon au sol, très bon debout. Enfin, clairement, ça fait plusieurs années que pour moi, c'est peut-être le meilleur light heavyweight de la planète. C'est juste que russe, parle pas anglais et pas le mec le plus populaire, forcément pour l'UFC, c'est pas un bon deal. Et donc, Alex Pereira, il y a pas mal de gens qui commençaient à dire, à la manière de ce qui se passait pour Belal Mohamed, bon bah, faudrait peut-être le mettre face à Alex Pereira. Tant et si bien qu'Alex Pereira lui-même, après sa victoire lors de l'UFC 303, contre le KO expéditif qu'il a mis contre Jiri Prochazka, il a dit oui, je vais affronter, je me cache pas, je vais affronter Ankalaev. Pour tout le monde, ça semble être clair. Depuis, l'UFC annonce Rakic Ankalaev le 26 octobre, et donc la question c'était qui va affronter Alex Pereira. Est-ce que l'UFC l'attend? Et même ce qui paraissait le plus probable, c'est qu'enfin, le fameux combat heavyweight Alex Pereira contre Thomas Pinal, le plus probable ou un peu moins probable, mais quand même commençait à prendre de l'épaisseur, parce que John Jones était plutôt ouvert à ça. Jones Pereira, pourquoi pas? Et bah là, non, on a Alex Pereira contre Khalil Rountree. Bon, pourquoi et comment ça peut s'expliquer de la part de l'UFC? Dans une situation où l'UFC, le 5 octobre, donc pour cet événement, ils vont avoir, ils n'avaient pas de main event pour l'événement qui va se dérouler dans l'Utah à Salt Lake City. Donc l'événement de l'UFC, parce qu'il faut que je me retrouve avec les chiffres. Donc voilà, UFC 307, le 5 octobre. Salt Lake City paye l'UFC pour les accueillir. Donc forcément, il faut qu'il y ait un main event qui soit quand même à la hauteur, une carte qui soit assez chargée.
Carte chargée, pas de problème. Là, pour l'instant, on avait quand même Sterling contre Evloev, Dolidze contre Kevin Holland, Aldo contre Bautista, Stephen Thompson contre Buckley. Faut un petit peu saupoudrer le truc de banger. Et puis aussi, Kathleen Vieira contre Kayla Harrison. Donc, titre, on en parlait, j'en parlais dans un podcast précédemment. Bon, bah voilà, vous allez avoir votre co-main event un peu éclaté avec quand même deuxième title fight. Pennington contre Peña, on est d'accord, hein, ça excite personne. Mais quand même, vous avez votre deuxième combat pour le titre pour le côté, on va dire, marketing de l'UFC. Main event, ça allait être soit Shavkat contre Belal Muhammad. Les flyweight, bon bah pour moi c'est plutôt un co-main, hein, c'est un peu à la manière de ce qui se passait pour Pennington contre Peña. Ou alors, et là vous regardez tout ce qu'il y avait en termes de calendrier, j'ai dit John Jones, lui combattra du côté du Madison Square Garden. Chez les featherweight, vous avez cette question avec Topuria contre Max Holloway, où ça aura lieu à Abu Dhabi parce qu'Abu Dhabi paye aussi. Lightweight, c'est un peu le flou puisque Islam Makhachev est blessé, et les autres catégories, bah, ils ont combattu il n'y a pas très longtemps. Donc il vous restait Light Heavyweight, Alex Pereira. Alex Pereira, vous mettez en KLF, ça fait un peu chier parce que ça peut mal se passer, et surtout qu'en KLF, pourquoi lui combat à Abu Dhabi? Parce qu'il y a des facilités vis-à-vis du public russe. Vous savez très bien que, enfin vous savez très bien ou pas, qu'en Russie, qu'à Abu Dhabi, il y a un certain nombre de supporters russes, de supporters de ces combattants-là. C'est pour ça qu'à chaque fois, les cartes à Abu Dhabi, il y a beaucoup de combattants russes, beaucoup de combattants du Daghestan. Donc là, ça a beaucoup de sens pour en KLF. Alex Pereira, aujourd'hui, donc il est champion, il veut être actif, il sauve à nouveau un petit peu l'UFC, donc il fallait lui mettre quelqu'un qui était dispo et qui était sur une victoire. Parce que l'UFC, les seuls moments où vous êtes sur une défaite et que vous avez un combat pour le titre, c'est si vous êtes soit une méga star et que ça fait des années que vous n'avez pas combattu, ou vous étiez le champion régnant depuis très longtemps et donc vous avez votre revanche immédiate. Mais là, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour l'UFC, bah, vous avez Alex Pereira qui est champion, numéro 1 Prochaska, il vient de se faire battre. En KLF, donc on a expliqué la situation, compliqué pour Alex Pereira parce que tout peut s'éteindre, et j'ai pas fini pour le cas en KLF, mais un peu compliqué pour l'UFC de le mettre en place dans un combat avec aussi peu d'importance, parce que très risqué, que ça rapporte pas beaucoup d'argent. Jamalin reste sur une défaite contre Alex Pereira. Blachowicz n'a pas combattu depuis sa défaite contre Alex Pereira à l'été 2023, donc ça fait quand même un petit moment. Rakic sort d'une défaite contre Jiri Prochaska, donc affrontant KLF. Nikita Krylov, malheureusement, je pense que ce monsieur ne rentre pas du tout dans les plans de l'UFC parce que russe, là aussi, certes, 3 victoires consécutives, mais vous voyez que c'est pas un mec à ce calibre de, comment dirais-je, en termes de marketing de l'UFC, parce que c'est indispensable. Si vous n'avez pas, on va dire, si vous n'êtes pas le mec qui est le plus bankable, vous devez avoir une série de victoires de l'espace type Leon Edwards, type Belal Muhammad. Tac, je reprends le classement. Ensuite, on descend, on a Volkanos Demir qui est sur 2 victoires consécutives. Volkan, il y a toujours cette question de s'il peut combattre ou pas aux États-Unis, c'est pour ça qu'il combat souvent à l'étranger. Donc peut-être que ça a joué dans sa défaveur. Et ensuite, on a effectivement numéro 8, Khalil Rountree. Khalil Rountree qui est sur cette série de victoires, qui est américain, qui est spectaculaire et qui en plus, hein, on va pas se mentir, par clairement un outsider face à Alex Pereira. Pour moi, à moins d'une, on va dire, qu'il attrape Alex Pereira, un peu comme ce qui s'est passé face à il, va lui montrer qu'il y a des niveaux dans ce jeu, même en striking, et qu'aussi dangereux puisse être notre cher Khalil Rountree, il va découvrir ce qui se passe quand vous affrontez un ancien double champion du Glory, champion dans 2 catégories au Glory. Et donc je pense que pour l'UFC, ça vise surtout à garnir un petit peu les highlights d'Alex Pereira. Et donc voilà, et puis ensuite vous avez Johnny Walker, mais là on passe dans une autre division. Donc un Américain en la personne de Khalil Rountree, et pour expliquer aussi pourquoi Magomed Ankalaev, je pense, n'a pas ce combat contre Alex Pereira. L'UFC, à mon avis, ce qu'ils se disent là, c'est vous avez une superstar en la personne d'Alex Pereira, c'est indéniable. Le gars, il est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle dimension à l'UFC, il est terrifiant. À chaque fois, il délivre. Peu importe le combat que vous mettez en place dans son run récent, hein, il y avait le combat contre Jan Blachowicz qui avait été un peu relou, mais le mec délivre salement. Donc vous êtes dans une situation où vous avez ce gars qui est une star, un peu le flou pour le reste, hein, parce que pas de date de retour pour Conor McGregor, Adesanya qui revient contre Dricus du Plessis dans un combat extrêmement serré. John Jones, vous savez pas ce qui va se passer non plus. Bon,
c'est un petit peu chaud. Mais vous avez un mec qui est hyper actif et qui est à cheval dans plusieurs catégories. Alex Pereira aujourd'hui, on peut très bien le voir combattre en middleweight, en light heavyweight et en heavyweight. Donc ça vous fait 3 options possibles pour lui. Si Adesanya gagne, vous pouvez faire le combat que tout le monde, enfin pas tout le monde attend, mais il y a une grosse histoire entre les deux pour qu'ils se retrouvent, soit en middleweight, soit en light heavyweight. Si Alex Pereira la gagne et que Ankalaev gagne, vous pouvez faire, pourquoi pas, Abu Dhabi dans un futur proche, en Arabie Saoudite, en décembre, on ne sait pas, le combat Ankalaev Pereira et avoir vraiment une traction marketing pour mettre en place ce combat, parce que là, vous comprenez bien que on est dans une situation où c'était plutôt, bon, il nous faut une star, qui est dispo, on va mettre ces deux-là. Donc, le temps que un petit peu la machine se mette en place, tout en espérant aussi du côté de l'UFC, évidemment, qu'Alex Pereira sortira vainqueur. Puisqu'on rappelle, Ankalaev a déjà eu sa chance pour le titre contre Blachowicz, combat tellement pourri qui s'est soldé donc déjà par match nul, mais tellement pourri que Dana White lui-même a dit pop, c'était nul à chier en conférence de presse, on va refaire le combat pour le titre, mais avec aucun de ces deux gars, on va mettre Jamal Hill contre Glover Teixeira. Donc pour vous dire un peu, Dana White fait ce qu'il veut. Donc Pereira middleweight, light heavyweight comme je l'ai dit contre Ankalaev ou n'importe quel gars qui sera toujours là. Et heavyweight parce que Aspinall et John Jones, il y a de l'attraction, c'est ce que les gens veulent, c'est ce que Joe Rogan veut. Donc, pour moi, il y a vraiment cette volonté de l'UFC de se dire, ok, Alex Pereira, on sait qu'il va pas être là ad vitam. On parle de quelqu'un qui a déjà 37 ans, 36 ans, donc qui va bientôt, qui se rapproche lentement mais sûrement de la retraite. Il délivre à chaque fois, gardons-le actif et surtout, gardons les options possibles pour un méga fight en heavyweight ou contre Adesanya ou même la grosse défense de ceinture dans le futur. Et donc c'est pour ça que pour moi, ce côté précipité, qui oui, n'est pas du tout mérité du côté de Khalil Rountree, bah, on obtient ce combat pour le titre là. Et je voulais ajouter, oui, donc Khalil Rountree, qui est en plus américain, donc c'est vrai que je pense que ça aide au niveau du marché un petit peu, et qui s'entraîne, non, il s'entraîne en Californie, puis après il est à Las Vegas, donc rien à voir avec l'Utah, ça pouvait peut-être jouer un petit peu de ce côté-là, mais je pense que ça aide toujours d'avoir un américain qui combat aux États-Unis. Et puis sur le papier, moi voilà, Khalil Rountree, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, toujours spectaculaire, donc ça promet un combat assez cool face à Alex Pereira, et puis ça gagnera je veux dire la machine à highlight, la collection de highlights d'Alex Pereira. Mais bref, ça montre bien en tout cas que l'UFC, c'est aussi, surtout peut-être, un business, et qu'en gros, là, l'UFC, ils veulent vraiment garder cet Alex Pereira actif. Très curieux de voir pourquoi ils vont opter au mois de décembre. Là, du coup, à mon sens, ça veut dire qu'on va plutôt vers un choc welterweight entre Shavkat contre Belal Muhammad, très certainement, pour le dernier pay-per-view de l'année. Pourquoi pas Conor McGregor? On ne sait pas, en tout cas, moi je croise les doigts, même si Dana White a doublement mis des stops à Conor. Mais voilà, on est dans une situation où le champion veut être actif, l'UFC avait besoin de quelqu'un, Khalil Rountree était disponible. Après voilà, le classement, le fait qu'il soit fait attraper par la patrouille, c'est quand même un peu, je trouve moi, délicat de justifier ça. Et puis pour tous les gens qui se disent, bah c'est un sport, c'est la méritocratie, pour Ankalaev, ça fout un peu le seum. Mais voilà, il faut avoir le public aussi derrière soi pour pouvoir obtenir ces gros title shots. Et puis quand même les gars, vous savez qu'à chaque fois on ajoute les petites réactions des combattants qui sont les principaux intéressés. Et on a eu la réaction d'Ankalaev. Réaction d'Ankalaev que j'ai particulièrement appréciée parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de gens qui se disent « Ouais, c'est toi qui méritais le title shot, l'UFC t'a volé de cette opportunité, nanana. » Pas de ça avec Magomed Ankalaev. Lui, il est droit dans ses bottes, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il lui reste à faire pour devenir absolument indéniable pour le prochain combat, pour le titre. J'en reçois beaucoup de messages concernant le combat pour le titre chez les light heavyweight. Mon travail est d'écraser les gens que l'UFC met en face de moi. Je vais détruire Rakic à Abu Dhabi et ensuite rien ne pourra m'empêcher d'avoir ce combat pour le titre. Je n'ai besoin de personne, je n'ai besoin que personne se sente mal pour moi. Dana White et Mick Maynard, le matchmaker chez Light Heavyweight. Donc voilà, pas de problème pour Ankalaev. Et la réaction de Jamal Hill, évidemment, depuis son KO contre Alex Pereira, on sait que dès qu'il se passe un truc avec le Brésilien, il est toujours dans les parages. La réaction de Jamal Hill sur Twitter: je ne peux pas croire ce que je viens de voir. Qu'un gars ne peut pas tenir sa place pour un combat pour le contender numéro 1 à cause d'un test antidopage loupé suite à des substances interdites, et il est remercié, récompensé avec un title shot. C'est terrible pour le sport et ça rend les classements complètement inutiles.
sur le côté classement, oui, je suis d'accord avec ce monsieur. Le dopage aussi. Après, bon, évidemment, hein, Jamal Hill qui reste sur une défaite, faut qu'il regagne avant d'obtenir son title shot. Et j'ai bien aimé la réponse d'Ankalaev à Jamal Hill, qui lui dit quand même de rester à sa place. Pourquoi est-ce que Jamal Hill pleurniche? PRA vient de t'endormir, reviens au combat, monte les classements et sois prêt pour Abu Dhabi, parce que Rakic pourrait ne pas combattre. Franchement, Ankalaev, chapeau bas sur ses réponses. Bref, terminé pour moi aujourd'hui les gars. Ciao à My Sweet Pea, My Sweet Protein, ça ne bouge pas, moins 30% minimum sur My Sweet Pea avec le code la sueur. Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez déjà, code la sueur 5, moins 5 € pour votre première commande. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. C'est... Come and